notre invité ce matin, c'est Jean-François Delfraissy. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du Comité consultatif national d'éthique. On va évidemment parler de la loi sur la fin de vie. C'est aujourd'hui que le texte est présenté en Conseil des ministres. Un texte en 3 volets. Question des soins palliatifs, des droits des patients et puis d'une aide active à mourir. Est-ce qu'avec ce texte, Emmanuel Macron a trouvé le bon équilibre selon vous? Écoutez, c'est un sujet qui est très difficile, qui est très humain, qui est très intime et d'ailleurs on voit bien qu'il a fallu du temps, entre guillemets, pour le construire. À ce stade, moi en tant que président du CCNE, je remarque que finalement ce texte est assez proche des recommandations que nous avions faites en septembre 2022. C'est vous qui aviez lancé le processus. On avait lancé un processus de débat démocratique et sur lequel on pourra revenir. Parce que ce qui m'intéresse finalement dans ce texte sur la fin de vie, de loi sur la fin de vie, c'est à la fois le fond, le sujet de fin de vie, mais aussi finalement ce modèle un peu qu'on est en train de construire à la française autour de la démocratie en santé. Ça veut dire quoi le modèle à la française? Parce qu'Emmanuel Macron aussi parle d'un modèle français de la fin de vie. C'est quoi le modèle français de la fin de vie? Le modèle, c'est d'une part prendre le temps de discuter. Je sais que le milieu associatif dit mais on en a marre de prendre, d'attendre, etc. Il y a une opinion française qui est plutôt favorable à une évolution, sauf qu'on ne traite pas des grandes questions éthiques sur les sondages. On les traite en les discutant et en écoutant les autres. Le modèle, il est que à partir de recommandations qui peuvent être faites par une forme d'expertise que représente un peu le Comité consultatif national d'éthique. Il y a eu ensuite cette grande convention citoyenne organisée par le CESE, organisée également par le CCNE en région, dans les territoires, plus de 600 débats, plus de 50 000 personnes, dans un climat de grande sérénité que je n'avais pas connu, par exemple, sur les états généraux de la bioéthique, sur les enjeux de procréation. On sent bien que les Français, là, sont touchés dans leur intime. Et puis, ça aboutit à une série de recommandations qui sont prises ou pas prises ensuite par les autorités politiques. La loi ne répond pas complètement à ce que demandait la Convention citoyenne. Et il y aura encore sûrement des modifications. On a vu que les avis étaient assez partagés à l'issue de cette Convention citoyenne. Ce qui est intéressant, en effet, c'est que dans ces processus de démocratie en santé, qu'on ne doit pas du tout opposer, je suis là au Sénat, vis-à-vis de la vraie démocratie législative et élective. Il faut l'un et l'autre, à mes yeux. L'un appuyant l'autre, entre guillemets. Et oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut y avoir des avis minoritaires. Il y avait un avis minoritaire au niveau du CCNE qui ne souhaitait pas d'évolution. Il y avait un avis minoritaire au sein de la Convention citoyenne et on a retrouvé dans les débats en région aussi des opinions minoritaires. Mais disons que une assez large majorité, en tout cas parmi les citoyens, on reviendra ensuite sur le corps médical, plus de 70%, est plutôt en faveur d'une évolution. Quand vous avez rendu votre avis, vous avez ouvert la voie à une aide active à mourir strictement encadrée. On va revenir évidemment sur les conditions d'encadrement qu'il y a dans la loi. Vous aviez dit que le comité joue son rôle de boussole pour essayer d'avancer sur un problème extrêmement complexe, savoir si notre mort nous appartient. Est-ce que le projet de loi apporte une réponse aujourd'hui ? Écoutez, d'abord, ce n'est pour l'instant qu'un projet de loi. Et c'est le rôle, d'ailleurs, ensuite du Sénat et de l'Assemblée nationale de pouvoir le modifier. C'est un sujet qui est très difficile. Je ne pense pas que ça soit la dernière loi sur la fin de vie. Je pense que nous aurons encore, dans X années, je ne sais pas, une loi sur la fin de vie. Parce que c'est un sujet qui touche profondément à l'intime et qui doit tenir compte, dans une certaine mesure, des évolutions de notre société. Notre société a mis un peu la mort sur le côté. On parle peu de la mort. À la fois, quand on est touché familialement, c'est très fort, ça reste quelque chose et on l'a bien vu, y compris dans les périodes de crise sanitaire, comment ça peut être extrêmement tendu. Mais à l'inverse, voilà, il n'y a plus ces catafalques noirs qu'on mettait autour des portes d'immeubles il y a encore une trentaine d'années. Ouais. Non, 80% des décès surviennent actuellement en France dans des unités médicalisées. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, on a fait passer la mort entre les mains, finalement, des équipes médicales. Et ça, en soi, c'est une vraie question. Est-ce que la mort doit toujours être médicalisée ? Et Emmanuel Macron dit de ce texte, avec ce texte, on regarde la mort en face. C'est le cas pour vous ? Au moins, il y aura eu débat. Je trouve que ce texte est sur une ligne de crête qui est intéressante. Il y a des critiques d'un côté, il y a des critiques de l'autre. Ça veut dire qu'on est plutôt dans le bon sens.
Moi, je me sens assez à l'aise, je dois dire, sur un sujet aussi complexe que ça, par le texte qui est proposé. Ça veut dire qu'il a eu raison de ne faire qu'un seul texte, parce qu'il y a des questions qui se sont posées. Est-ce qu'il faut faire un texte sur les soins palliatifs, un texte sur l'aide active à mourir? Emmanuel Macron a tout mis dans un même texte. Il a eu raison? Je pense qu'il a eu raison. Le président parle d'une loi de fraternité. Je suis extrêmement sensible à ce terme. Fraternité, nous rassembler sur ce sujet aussi complexe. Et bien sûr, l'aspect d'amélioration des soins palliatifs. Pour un médecin un peu âgé comme moi, j'ai vécu une période, dans la période VIH-Sida, où nous n'avions ni soins palliatifs, ni centre antidouleur. Les médecins, on se débrouillait tout seuls comme des grands, comme on pouvait. Et on a fait un certain nombre de choses qu'on ne ferait plus maintenant. Les lois n'existaient pas, nous n'étions pas encadrés. Donc quand j'entends qu'en France, on ne fait rien sur les soins palliatifs, c'est faux. Il y a une structure de soins palliatifs, il y a des équipes de soins palliatifs qui sont admirables et qui font un boulot d'enfer. On peut encore améliorer, et c'est l'objet de la première partie de la loi. Et c'est fondamental. Il y a 21 départements où il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Ne confondons pas les choses. Il y a des départements où il n'y a pas de service de soins palliatifs. Il y a des lits de soins palliatifs. Mais il n'y a pas de service dédié. Il n'y a pas de service dédié. Mais attention, vous savez qu'on est avec 600 000 décès en France par an. Il y a à peu près 60 à 70 000 personnes qui décèdent dans des unités de soins palliatifs. Vous voyez le gap. Et tout le monde, tous les décès, ne doivent pas survenir dans des unités de soins palliatifs. Donc le profil de la loi et dans ce qu'on souhaite autour des soins palliatifs, c'est améliorer la prise en charge dans les EHPAD, c'est améliorer la prise en charge à domicile, autant que faire se peut. Donc c'est des unités mobiles de soins palliatifs. Donc tout n'est pas dans la construction d'unités de soins palliatifs. Le gouvernement qui va mettre 1 milliard de plus sur la table en 10 ans pour les soins palliatifs, est-ce que pour vous la réponse est à la hauteur? Ou c'est pas une question de moyens forcément? C'est à la fois une question de moyens, et je suis sensible au fait que l'enveloppe demeure, alors même qu'on est dans un contexte budgétaire qui n'est pas optimal, disons-le, et où on a des restrictions de beaucoup de grands projets dans les différents ministères. Ce projet reste prioritaire, et c'est bien. À l'inverse, l'argent ne résout pas tout. Il y a une sorte de culture des soins palliatifs qui n'est pas encore rentrée dans nos unités médicales. Et eux-mêmes, les soins palliatifs, qui une fois de plus font un boulot remarquable, ont eux-mêmes à re-rentrer dans cette communauté médicale. On les a peut-être mis trop sur un côté, sur un corner. Je suis frappé par le fait, moi qui suis issu du monde de la recherche, qu'il y a très peu de grands papiers issus des équipes françaises sur les soins palliatifs. On manque très peu d'évaluation, contrairement à ce que je lis dans les grands journaux américains, par exemple, où nos collègues anglo-saxons ont une vraie littérature. Il n'y a pas de professeurs d'université des soins palliatifs. Donc il y a à la fois des problèmes d'argent, mais il y a des problèmes de visibilité et de positionnement de la vision même de ce qu'est le soin palliatif. Est-ce que cette culture médicale dont vous parlez, elle se pose aussi sur la question de l'aide à mourir? Il y a un rapport parlementaire qui avait été remis il y a un an et qui posait la question de la culture médicale des médecins qui disent qu'ils sont là pour soigner et pas pour aider à donner la mort. Est-ce qu'il faut aussi revoir cette culture médicale? Alors, la culture médicale sur les enjeux de soins palliatifs, sur les grandes questions éthiques, est largement insuffisante en France. Il y a plus de formation dans les écoles, enfin ce qu'on appelait avant les écoles d'infirmières, que dans les unités que dans les facultés de médecine. C'est en train de changer. Les nouveaux doyens, la nouvelle conférence des doyens est en train de changer. Je dois aller les revoir d'ici un mois pour encore les sensibiliser à ça. Mais l'aspect de l'humanité, la médecine n'est pas que technique, l'innovation est extraordinaire en ce moment, mais le temps d'humanité, le temps de discussion, et en particulier dans ces moments difficiles. Le CCNE terminait son avis en disant « Nous sommes entre l'autonomie, la liberté de la personne et la solidarité vis-à-vis des plus fragiles ». Sur la notion que la médecine n'est pas faite pour donner la fin de vie, oui, bien sûr, la médecine est là pour... mais le médecin, et je suis médecin, le médecin est là aussi pour aider et accompagner son patient dans les situations les plus difficiles. Alors justement, on va parler des termes de cette loi, parce qu'évidemment, les mots ont une importance encore plus sur ces sujets-là. Emmanuel Macron a choisi le terme d'aide à mourir. Il n'y a pas euthanasie, pas suicide assisté dans la loi. Est-ce qu'il a eu raison ? Je pense qu'il a eu raison, parce que c'est un terme un peu générique qui va permettre ensuite, peut-être d'ailleurs aux députés et aux sénateurs, de mieux préciser, d'après discussion, et c'est le temps de démocratie qui est absolument nécessaire.
Cela dit, c'est quand même assez clair dans ce qui est... C'est très accompagné, c'est restreint dans cette aide à mourir. C'est dans des situations où le pronostic médical est réservé à moyen terme, avec la discussion d'ailleurs de ce que veut dire ce mot moyen terme, qui a été lancé par le CCNE quelques semaines à quelques mois, qui est très difficile, même médicalement à préciser. Ça doit être quoi justement ce mot moyen terme ? C'est difficile à préciser parce que chaque cas... Est-ce qu'il faut inscrire dans la loi quelque chose 6 mois par exemple Moi je suis pour laisser le terme de moyen terme. Je vous rappelle que dans la loi Claes-Leonetti, qui est la loi actuelle, dans les dispositions qui étaient sur la sédation profonde et continue, qui était déjà une disruptif à l'époque, on parlait du court terme. Personne n'avait demandé ce que voulait dire le court terme. Restons à un moment donné dans quelque chose qui n'est pas du flou, mais qui est du domaine de l'individu, de la relation entre l'équipe médicale et un patient donné. En gros, c'est quelques semaines à quelques mois, avec toutes les incertitudes qu'il peut y avoir en médecine sur ce type de sujet. Pour vous, il ne faut pas inscrire de limite. Juste parce qu'il n'y a pas le mot suicide assisté, mais dans la loi, d'après Emmanuel Macron, il y a l'administration de la substance létale est effectuée par la personne elle-même ou une personne volontaire qu'elle désigne. Est-ce que c'est pas du suicide assisté ? Si, c'est une forme de suicide assisté. Le mot, à la fois je pense pour les politiques et même pour les citoyens, d'essayer d'éviter ce mot de suicide assisté, il correspond au fait que par ailleurs, on a des campagnes, et totalement justifiées, essayant de limiter le nombre de suicides en France. Donc on a un problème de langage. Et donc je pense que les autorités politiques, et le président en particulier, ont essayé d'éviter ce mot de suicide assisté. Mais on est bien dans la loi. Le principe, la philosophie de cette loi est bien autour du suicide assisté. Vous le disiez, il y a 4 critères qui ont été mis en place. Il faut être majeur, il faut un discernement plein et entier, avoir une maladie incurable et des souffrances qu'on ne peut soulager. Ce sont les bons critères ? Écoutez, je pense que ce sont des critères assez solides dans quelque chose qui n'est pas simple, qui, une fois de plus, est extrêmement difficile. Je rappelle également que dans cette loi, ce n'est ni un droit, ni une liberté, mais une possibilité qui est offerte aux patients qui le souhaitent. Ce n'est en rien, si cette loi est votée finalement, même avec des modifications, une obligation. Enfin, qu'on soit extrêmement clair, parce que j'entends parfois ça. C'est les patients, probablement un assez petit nombre dans cette situation, avec des atteintes neurologiques, avec des formes que la médecine elle-même a créées, de 4e ligne, 5e ligne de chimiothérapie, de certaines maladies neurodégénératives. Bien, les patients qui le souhaitent pourront discuter d'avoir accès à ça. Ils pourront aussi, on a l'expérience suisse et l'expérience américaine, où 50% des patients, des personnes qui ne sont presque plus des patients, qui sont des citoyens au moment de mourir, décident de changer d'avis. Donc voilà. Parce qu'il y a un délai qui est prévu. Hein. C'est-à-dire il y a 15 jours, le corps médical a 15 jours pour se prononcer, il y a 3 mois de délai de rétractation derrière. Il y a un principe également aussi, il me semble, d'équité. On a un certain nombre de personnes, de familles, parce qu'elles ont les relations, les moyens, qui souhaitent pouvoir bénéficier de dispositions un peu analogues en Belgique, en Suisse. Et pourquoi tout citoyen français n'aurait pas accès, et c'est ce que permettrait une loi de ce type. On est bien dans une notion fondamentale de l'éthique, qui est l'équité. Dans la première version du texte, c'est un médecin qui pouvait trancher seul. Là, dans la version finale, finalement, c'est une équipe médicale qui va examiner la demande. Est-ce que la collégialité, c'est une bonne chose ? C'est une manière de sécuriser les soignants ? Oui, c'est une manière aussi c'est une habitude de travailler en médecine, là, maintenant. Sur toutes les grandes décisions médicales, là, on est en train de parler de fin de vie, mais si on décide d'un traitement lourd pour une personne, on a ce qu'on appelle des RCP, c'est-à-dire c'est maintenant, le médecin n'est plus le seul être unique qui va décider pour son patient. Même si la relation reste profonde, c'est bien une décision qui est commune. Et bien là, je suis très sensible à ça, c'est-à-dire le fait que ça soit à la fois médical, mais pas seulement médical, qui est soit une infirmière, soit une psychologue, qui fasse partie et qui donne son avis sur ce sujet aussi intime et qui, bien sûr, puisse en informer la famille. Mais est-ce que la collégialité peut aussi être source de blocage ? Oui. Oui, la réponse est oui. C'est beaucoup plus simple de prendre une décision tout seul que de la prendre à plusieurs. Et ça, c'est pas vrai que pour la fin de vie. Mais à l'inverse, la médecine actuelle, et il faut que les patients soient bien conscients,
et de moins en moins une décision individuelle, même si à un moment donné c'est le chirurgien qui va faire telle chose ou le médecin qui va décider. La majorité de nos décisions et des jeunes équipes, et c'est ça la différence avec ma génération, pour les jeunes médecins, c'est qu'ils prennent ça en commun. Et je pense que c'est un acquis. Vous pensez qu'il sera accepté par les soignants, ce texte? Parce que pour le moment, ils parlent d'un texte qui va à l'encontre du soin. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la culture médicale. Est-ce qu'ils vont finir par accepter ce texte? Alors, il faut bien séparer deux types de soignants. Les soignants qui sont en soins palliatifs, médecins, infirmiers, aides-soignantes. Et l'aide-soignante en soins palliatifs a un rôle majeur. Elle passe une main sur une épaule, elle donne un yaourt au bon moment. Enfin, c'est fondamental. Sont à 60-70% contre une évolution. Je pense qu'ils changeront quand la loi sera là. Si on regarde les autres médecins, et on a maintenant de bonnes données statistiques, y compris des papiers publiés, chez les réanimateurs, chez les cardiologues, chez les oncologues, les spécialistes de cancer, chez les urgentistes, c'est l'inverse. Ils sont à 60-70% pour une évolution de la loi. Donc vous voyez que c'est partagé. On ne fait pas une loi sur la fin de vie contre le corps médical. On ne fait pas non plus une loi sur la fin de vie contre les citoyens. Je dis souvent que notre métier de médecin, la maladie ne nous appartient pas. Elle appartient fondamentalement aux citoyens. C'est là aussi un acte de démocratie en santé de la part des médecins. Et que, bien sûr, la médecine est là pour soigner, elle est là pour accompagner son patient dans les moments les plus difficiles. Il y a aussi ceux qui disent que la loi Claes-Leonetti était suffisante, ce à quoi Emmanuel Macron répond qu'elle a conduit à beaucoup d'avancées, mais qu'elle ne permet pas de traiter des situations humainement difficiles. Il a raison ou pas? Surtout la loi Claes-Leonetti, le CCNE l'avait souligné, c'était sa premier point de l'avis, n'est pas suffisamment connu ni appliqué. Donc ça pose la question pour la future loi de comment on va la mettre en place. Se donner les moyens, à la fois sur l'aspect de la première partie autour des soins palliatifs, des soins d'accompagnement, des maisons d'accueil, des maisons de répit. Tout ceci doit être véritablement, si ce sera une décision de politique publique, ça doit être accompagné et il y a un système de gouvernance qui doit être mis en place, qui ne sera pas dans la loi, qui sera probablement dans des décrets après, mais on doit être extrêmement précautionneux vis-à-vis de l'accompagnement. Faire connaître cette future loi. Il y a aussi la question des directives anticipées. Est-ce que ça, c'est encore trop peu connu aujourd'hui? Oui, bien sûr. Ça faisait partie des 4 grands points de la loi Claes-Leonetti. Et il faut, bien sûr, la majorité d'entre nous, peut-être vous-même, vous n'avez pas fait de directives anticipées. Moi, je vais vous rassurer les auditeurs, j'ai fait les miennes il y a 2 ans. Alors, vous voyez que vous avez du temps. Bon. Mais nous devons tous, à partir de cette loi, à partir de ce qui va changer quand même le paysage français, où la France d'ailleurs va rejoindre un certain nombre de grandes démocraties européennes sur ce type de sujet, eh bien on doit s'interroger sur les moments intimes de ce que pourrait être notre fin de vie. Anticiper. Est-ce qu'il y a aussi une question de transparence? Je ne sais pas si le mot est vraiment adapté à la situation, mais est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de patients en France ont accès à la sédation profonde et continue jusqu'à la mort? Non, la réponse est non. Parce que, c'est ce que je vous exprimais tout à l'heure, on a très peu de recherche et d'évaluation de politique publique. Globalement, et le Sénat le sait, la France n'est pas douée, elle fait des lois, et elle n'est pas douée pour évaluer ce que donnent ces lois, contrairement au milieu anglo-saxon. Parce qu'elle ne s'appuie pas suffisamment sur cette relation entre les grandes administrations et par exemple les universités pour une évaluation de politique publique. Là, il ne faut pas qu'on la rate. C'est fondamental. C'est fondamental. Et c'est d'ailleurs dans les décrets qui sortiront, dans ces instances de gouvernance pour évaluer ce que sera le programme de soins palliatifs, qu'on soit capable, dans 2 ans, de dire, eh bien voilà, en 2024, nous étions à ce niveau-là, en 2026, nous serons à ce niveau-là. Nous ne savons pas exactement, et il y a une grande hétérogénéité sur l'utilisation de la sédation profonde et continue, y compris dans des très grands centres de fin de vie entre Paris et la province. J'en ai visité beaucoup. Il y a des pratiques qui sont extrêmement différentes. Dans mon hôpital à Bicêtre, il y a des pratiques différentes entre les services de réanimation. Vous le disiez, ce texte, il pose aussi des questions de société. Est-ce qu'il risque de faire peser une forme d'injonction sociale sur les plus fragiles qui se verraient comme un poids? Et comment on concilie la liberté de choisir, voire d'accélérer sa mort, puisque ce sera le cas, et un devoir de solidarité envers les plus faibles? Eh bien, c'est bien l'enjeu. C'est autonomie et une forme de liberté individuelle. Est-ce que notre mort nous appartient
ou est-ce qu'elle appartient à la société qui l'a transférée finalement au corps médical? Et c'est une vraie question de fond. Et est-ce qu'on est dans ce système de liberté individuelle un peu à l'anglo-saxonne? Ou est-ce qu'au contraire, et moi je dis à la fois, on est dans un processus de solidarité vis-à-vis des plus fragiles et des plus faibles? Et je dis que si vous vous interrogez dans cet enjeu entre autonomie et solidarité, finalement, c'est une petite musique qui existe dans notre démocratie actuelle en France. C'est-à-dire qu'on est en permanence nous-mêmes. On a envie d'être autonome, on a envie d'être libre. Et on a envie, et disons-le aussi parce que je suis optimiste, la jeune population française a toujours envie de s'occuper des plus faibles. Un dernier mot sur le calendrier choisi, puisque ce texte il sera examiné à l'Assemblée nationale fin mai, c'est-à-dire qu'on sera à quelques jours des élections européennes. Est-ce que c'est bien de débattre d'un tel sujet de société dans une période si électoralement inflammable et si politiquement inflammable? Alors écoutez, ça ne relève absolument pas du président du CCNE, ça relève du politique, et je sépare bien ce qui est une vision de l'éthique et une vision du savoir de la décision politique. Inversement, voilà, on sortait d'une période où la France, et ça l'honore, a mis dans la Constitution le droit à l'IVG. On voit bien que ce qui se passe là récemment aux États-Unis montre bien l'importance de ce qui a été réalisé. On ne pouvait pas non plus, on a des calendriers de grandes décisions sociétales dont on doit tenir compte. Mais voilà, maintenant c'est le temps du politique, ce n'est plus notre temps. Et le temps il sera long, hein, Emmanuel Macron. Et le temps sera long. Dit pas de lecture accélérée. Et il faut le dire, je pense, vis-à-vis des Français et des citoyens, puisque dans l'enjeu de démocratie en santé que j'évoquais, une fois de plus, ce qui s'est passé pour la fin de vie avec prendre le temps est un élément essentiel. De dire que la loi ne sortira pas probablement avant la fin de l'année, ou peut-être même le début de l'année prochaine. Hein. Il faut voir les choses en face. Donc ne croyez pas, parce qu'on est il y a un dépôt de loi aujourd'hui, que tout va être résolu dans les semaines qui viennent. Non, ça va prendre du temps et beaucoup de discussions. Réfléchissons comment, sur des sujets difficiles, complexes, tendus, de société, les enjeux de démocratie en santé peuvent éclairer les décisions du politique. Merci Jean-François Delfraissy. Merci beaucoup d'être venu. On regarde votre livre, si vous voulez nous en dire un mot. Un médecin au front, c'est aux éditions du Seuil. Vous voulez en dire un petit mot? On le regarde? Oui, c'est un livre que j'ai écrit il y a quelques mois sur mon expérience comme président du Conseil scientifique Covid. Mais en fait, la première partie est sur Covid, mais ensuite j'explique d'où je viens, et en particulier du monde du VIH-Sida, qui m'avait interpellé, jeune médecin, justement sur la relation avec la mort. Et je termine la dernière partie du livre, et sur mes réflexions, justement, il y a un an, sur la fin de vie et la démocratie en santé. Et ça s'appelle Un médecin au front. Merci Jean-François Delfraissy. Merci beaucoup d'être venu nous éclairer sur ce texte qui est donc présenté aujourd'hui en Conseil des ministres et sur les nombreux enjeux, évidemment. Merci. On passe tout de suite au Club des Territoires. On va continuer à parler de fin de vie.